Eh bien moi j'en veux à toute cette presse qui s'est pressée autour de cet individu qui manifestement n'était pas apte du tout à assumer les rênes du pouvoir, mais en plus, tous ceux qui l'accompagnent, tous ceux qui le poussent à rester au pouvoir, tous ceux qui trouvent de l'intérêt, sont en train de tuer notre pays et de façon durable. Alors je voudrais éliminer d'emblée le problème Bayrou. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, on aura d'autres éléments sur lesquels s'attarder, beaucoup plus intéressants que celui-là. Ce que je veux dire, c'est que Sarko n'a rien contre le centre. Sarko dirige ses piques contre Bayrou. Il faut quand même savoir que Bayrou ne dirige plus le centre depuis longtemps. Le centre est dirigé par Jean Lagarde et il est dirigé également par Morin et par Sauvadet. Ce sont un certain nombre de centristes, dont certains soutiennent Sarko, mais Sarkozy n'a rien contre le centre puisqu'il a fait alliance avec le centre au cours de combats électoraux précédents. Il fera des alliances dans le futur avec le centre. Ce que cadre, ce que cible Sarko, c'est uniquement le centre en ce qu'il est incarné par Bayrou, qui n'est pas un centriste, qui est un crypto-socialiste et qui s'est toujours comporté d'une manière telle qu'il a fait perdre l'UDF à l'époque où c'était l'UDF, à l'époque où l'UDF était allié avec le RPR, et il a fait perdre également l'UMP lorsque l'UMP a mené des combats très très forts sur les territoires. Il faut savoir que nous avons souvent eu des défaites à cause de M. Bayrou, et c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy le cible. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé le débat hier, je n'ai pas trop aimé la manière dont on en a parlé, parce qu'on a eu l'impression que nous étions en train de parler de choses frivoles. On a voulu donner l'impression que nous étions sur un thème tout à fait éculé, pas du tout important pour la campagne, et c'est une tactique journalistique. Moi, j'ai acheté dans l'antre de la bête ou dans l'antre du monstre, et j'ai acheté également un livre qui concerne les méthodes journalistiques. Nous sommes dans ce type de comportement exactement dans toutes les méthodes journalistiques, c'est-à-dire qu'il faut affaiblir la personne pour mieux la tuer. Et lorsqu'on dit que le débat sur Bayrou n'est pas important, il est important. C'est quand même M. Bayrou qui, en demandant aux centristes qui lui a été resté fidèle de ne pas voter Nicolas Sarkozy, qui a fait passer Hollande. En faisant passer Hollande, il a une lourde responsabilité. Alors je veux bien que les autres 6 compétiteurs qui étaient sur l'estrade, qui ressortent à la télévision, ils aient tous essayé de démolir Sarko en disant Bayrou c'est pas important. Mais oui, Bayrou c'est important. Ça ne mérite pas du tout de passer une soirée complète dessus. Ça ne mérite pas du tout de dépenser des munitions pour ou contre lui en permanence, mais ça mérite de dire pourquoi on ne veut pas que Bayrou influe le gouvernement qui va s'installer et qui sera issu de la présidentielle. Pourquoi c'est important? D'abord parce que c'est une présidentielle, et qu'une présidentielle, ça n'a rien à voir ni avec le fait d'être conseiller municipal, conseiller départemental, conseiller régional ou autre. Être président de la République, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je trouve que tous ceux qui se sont présentés, ben, ils ont beaucoup de narres, comme on dit dans le Midi, parce que se présenter pour être candidat à la présidence de la République, c'est quelque chose auquel je n'aurais même pas pensé, malgré mon expérience d'avocat, malgré mon expérience de maire et mon expérience de patron d'un territoire. Eh bien, eux, ils ont osé se présenter et on va en parler, et de chacun d'entre eux, et j'aimerais à un moment donné que vous me disiez ce que vous en pensez. Même si, au deuxième tour, on se retrouve. Parce qu'au deuxième tour, il va falloir battre Hollande, parce que là, c'est le destin de nos enfants, de nos petits-enfants, c'est le destin de la France qui va se jouer. Donc il faudra être unis au deuxième tour. Même s'il y en a que nous n'aimons pas, même s'il y en a qui, à notre avis, ne sont pas au niveau, il faudra au deuxième tour se montrer intelligent et battre d'abord les socialistes. Donc, dans ce débat dont nous allons parler, nous avons des compétiteurs. Le seul adversaire, c'est François Hollande,
ou Manuel Valls, si c'est Manuel Valls, qui se présente. Alors, sur les présentations de Hollande, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de lumière, je ne sais pas ce que vous en pensez. À mon avis, il a bien envie de se présenter, mais je crois qu'il est plus apte à pouvoir le faire. Je crois que ses amis vont le convaincre qu'il vaut mieux qu'il reste chez lui, et j'avoue que ça nous éviterait d'avoir le spectacle pitoyable d'un président de la République français qui abaisse notre pays, qui n'a pas su garder la qualité de la France au sein de l'Europe et qui a détruit notre image, même également auprès de Merkel. Parce que vous l'avez vu aujourd'hui, Mme Merkel prend les décisions toute seule. La France est une petite force d'appoint, elle n'existe plus. Et ce type-là, non seulement il a tué le pays en gérant de la manière dont il a géré pendant bientôt 5 ans, mais en plus, il a tué durablement l'influence de la France en Europe et dans le monde. Alors, un petit peu d'histoire. En 1962, la France a décidé, à la demande du général de Gaulle, de voter pour le président de la République au suffrage universel. Ça date pas de si longtemps que cela, et ça a été une date fatidique, une date au cours de laquelle les Français ont décidé qu'ils étaient suffisamment adultes pour élire leur président de la République. C'est la raison pour laquelle je vous dirai d'emblée que si M. Juppé arrive en tête, je voterai pour lui au deuxième tour, que je ne peux pas être pour Juppé au premier tour des primaires pour une raison très simple. Il y a plusieurs raisons, on les développera en cours de route. Il y a une raison fondamentale, c'est qu'il a déjà dit l'autre soir, il ne veut pas gouverner. M. Juppé va gouverner par l'intermédiaire d'un Premier ministre. Moi, je fais partie de ceux qui sont de se déplacer pour élire un président de la République. Un Premier ministre, il n'est pas élu par la population. Un Premier ministre, il est choisi par un président de la République et il choisit son gouvernement. Ce n'est pas la population qui le choisit. Et si le Premier ministre, en vertu de l'article 20 ou 21 de la Constitution, conduit la politique de la nation, ce n'est pas lui qui la détermine. La politique de la France, elle sera déterminée par un président de la République, et je n'entends pas abnéguer ce pouvoir que me donne la loi de voter pour celui qui fera les choix pour la France. Alors après, que ce soit un Premier ministre qui dirige la France au quotidien et qui porte les projets, oui, mais ce n'est pas un Premier ministre qui prendra les décisions à la place du président de la République et qui me frustrera du vote qui sera le mien, qui sera le vôtre. Donc, nous allons passer à pourquoi nous allons vouloir élire Nicolas Sarkozy. D'abord, je voudrais faire une petite mise au point. On me dit de plus en plus, la droite et la gauche, ça n'existe pas. Ben oui, pour moi, il y a une droite et il y a une gauche. La droite et la gauche, ça ne se confond pas. Et le dire, ça arrange tous ceux qui sont pour une alternance molle. Je ne suis pas pour une alternance molle, parce que quand on voit l'état de notre pays, on est pour une alternance musclée. Une alternance assez sécuritaire, parce que le pays, on en parlera tout à l'heure, en a bien besoin. Aujourd'hui, je me situe résolument dans une droite républicaine. Vous connaissez liberté, égalité, fraternité. Aucun autre pays n'a trouvé ce triptyque et qu'aucun autre pays n'est l'héritier de la France des Lumières comme l'est la République française. Donc, vous l'avez compris, je suis très attaché à la République. Je suis très attaché à notre président de la République, pas à celui que nous avons en ce moment, bien entendu. Mais vous comprenez à quel point je suis attaché à nos institutions. Nos institutions ont assuré et assurent depuis des années la stabilité de notre pays, la stabilité de la République, la stabilité de la démocratie. C'est pour cela qu'on ne peut pas admettre que les socialistes, en permanence, violent les règles de cette Constitution, en faisant des réformes de société qui sont plus ou moins valables, qui sont plus ou moins bien acceptées par une France qui est l'héritière d'une histoire. Nous sommes les héritiers d'une histoire judéo-chrétienne. Ça ne veut pas dire pour autant que seuls ceux qui sont catholiques ont droit de citer.
Ça veut dire simplement que nous sommes héritiers d'une histoire. Ça veut dire que cette histoire, elle nous imprègne tous, et elle imprègne, comme le dit Nicolas Sarkozy, aussi bien ceux qui sont français depuis peu que ceux qui sont français depuis des générations. Le roman national, ça ne veut pas dire qu'il est capté par une seule partie de la population. Le roman national, ça veut dire que c'est ce qui nous sert de fondamental. C'est-à-dire, ça fait partie des fondamentaux de ce pays. Je vous parlais tout à l'heure du triptyque, je vous parlais de la République, je vous parlais de la démocratie. Ce sont toutes des valeurs qui font partie du roman national. Et quand Sarkozy parle des Gaulois, il y a les imbéciles qui vont à Vercingétorix avec les grandes moustaches. Mais quand Sarkozy parle des Gaulois, c'est pas de ça qu'il parle. Quand il parle des Gaulois, il parle du roman national. Il parle des valeurs qui nous servent de fondement. Il parle des valeurs dont nous avons besoin pour nous sécuriser notre quotidien, pour sécuriser notre manière de vivre, pour sécuriser nos enfants, ceux qui sont nés, ceux qui sont à naître et nos petits-enfants. Nous avons besoin de ce corps de règles qui permet aux Français de se sentir protégés. Ces règles, ce sont nos institutions. Nos institutions, elles ont besoin d'être protégées, elles ont besoin de s'affirmer et elles ont besoin d'être respectées. C'est ce que l'on appelle aussi l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, ça veut dire quelque chose. Eh bien, l'autorité de l'État, l'autorité des institutions, l'autorité du maître, l'autorité de la police, l'autorité de tout ce qui existe au niveau institutionnel, c'est une valeur de la droite, c'est pas une valeur de la gauche. La gauche, c'est le laxisme, c'est le laisser-faire, ce ne sont pas les valeurs qui font que je vais voter. Donc quand je dis la gauche et la droite ont des valeurs qui ne sont pas les mêmes, eh bien c'est vrai, on est de droite ou on est de gauche et on le revendique, et on le revendique dans l'honneur. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Copé, mais quand il dit je suis d'une droite décomplexée, il a raison. On n'a pas à être complexé parce qu'on est de droite. La droite, ce sont les valeurs. La droite, c'est la rigueur. La droite, c'est une économie qui fonctionne. La droite, c'est l'économie. La droite, ce sont les institutions, c'est la Constitution. La droite, c'est la loi. La loi dont Lacordaire disait qu'entre la liberté, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit. Eh bien, c'est pour toutes ces valeurs et d'autres encore que je me réclame de la droite républicaine et que j'en suis fière. Et quand je dis je ne suis pas de gauche, c'est pas pour autant que je ne suis pas humaniste, c'est pas pour autant que je ne suis pas de la droite sociale. Je me revendique de la droite sociale et de la droite humaniste parce que jusqu'à preuve du contraire, dans cette ville, ceux qui ont fait du social, ceux qui ont fait de l'humain, eh bien c'est nous, ce ne sont pas nos prédécesseurs. Je me rappelle, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, la première visite que j'ai faite, c'est au centre d'action sociale de la ville. C'était une pissotière. C'était une espèce de couloir, installé dans une espèce de couloir qui puait. C'est là qu'on recevait les malheureux et c'est là qu'on leur accordait les droits qui étaient les leurs. Mais la première des choses que nous avons faites, ça a été de reconstruire le CCAS, le bureau d'aide sociale. Ensuite, nous avons refait toutes les écoles. Nous sommes arrivés dans des écoles qui ressemblaient à celles de Marseille, sans vouloir outrager notre ami Jacques-Claude Godin. Eh bien, les écoles d'Aix, quand je suis arrivé, ressemblaient aux écoles de Marseille. Eh bien, nous avons tout reconstruit. Les centres sociaux, nous avons construit une politique culturelle, une politique sportive, et nous avons fait, sur le plan social et sur le plan humanisme, beaucoup plus que ce qui avait été fait par nos prédécesseurs. Alors que la gauche ne nous dise pas qu'il représente le social et l'humanisme, parce que je dirais plutôt que ce sont des pochistes et que ce ne sont pas des gens qui sont ni dans le social ni dans l'humanisme, je dirais qu'ils sont dans la sistana. Et moi je considère que la sistana, c'est enlever la dignité à la personne à qui on fait de la sistana. Les gens, ils ont besoin de leur dû, ils ont besoin de leurs droits, ils n'ont pas besoin de la sistana. Et c'est tout ça qui me distingue de la gauche. Alors, il y a encore aussi beaucoup d'autres choses, on ne va pas s'étendre là-dessus, ce n'est pas l'objet du débat de ce soir. Je le dis au passage parce qu'il me paraissait normal, non seulement de rappeler que le droit d'élire le président de la République
était un droit que nous avions conquis tardivement, mais que nous avions conquis, et que j'entendais le revendiquer et ne pas être dirigé par un Premier ministre, non seulement que ce suffrage universel nous grandit tous et fait de chacun d'entre nous un propriétaire en indivision de la République. Moi, je suis fière d'être française, je suis fière d'être citoyenne de ce pays, et cette fierté, j'entends la porter au bout de mon épée dans le soutien que je vais apporter à Nicolas Sarkozy. Alors, après vous avoir dit que je crois dans les valeurs de la droite, que je respecte les gens qui pensent différemment de moi, mais que je revendique de soutenir notre ami Nicolas Sarkozy. D'abord, pourquoi? D'abord parce que son mandat n'a pas été mauvais, loin de là. On s'est laissé emboucaner par ce qu'a raconté, ce qu'ont raconté les socialistes et ce qu'a raconté la presse. Mais Nicolas Sarkozy, c'est celui qui a fait la réforme des institutions, la réforme de l'université qui ont été fusionnées, qui ont eu une forme d'indépendance. C'est celui qui a fait la réforme de la justice. C'est celui qui a fait la réforme des institutions en instituant le pôle métropolitain et non pas la métropole. Nicolas Sarkozy, c'est celui qui a fait le service minimum. C'est quand même important, c'est quand même appréciable lorsqu'il y a une grève et que l'on est assuré de pouvoir prendre le transport en commun, lorsqu'il y a une grève et qu'on est assuré d'avoir les services publics qui fonctionnent. Donc Nicolas Sarkozy, c'est aussi tout ça. Nicolas Sarkozy, c'est le projet ITER. Nicolas Sarkozy, c'est les pôles de compétitivité qui existent encore aujourd'hui et qui continuent à faire vivre sur le plan économique un certain nombre de territoires et un certain nombre d'entreprises. Bref, Nicolas Sarkozy, c'est aussi les peines planchées. C'est aussi un certain nombre de réformes extrêmement importantes que je n'ai pas toutes en tête. C'est la réforme des retraites, qui est importante. Si nos retraites aujourd'hui ne se sont pas écroulées, ben c'est la réforme qu'a faite Nicolas Sarkozy. Rappelez-vous les difficultés pour mettre en place la réforme des retraites. Ça a été quelque chose de très difficile. Nous avons eu des grèves, nous avons eu des tas de problèmes, et on n'a pas renoncé, comme on a renoncé en 1995, à afficher nos idées. En 1995, sous notre ami Juppé, nous avons renoncé aux idées qui étaient les nôtres, nous avons renoncé à faire fonctionner le pays avec un régime de droite pour le faire fonctionner avec un régime qui n'avait rien d'un régime de droite et qui était un régime de centre-gauche. Et c'est peut-être ce qui a perdu à ce moment la France, de ne pas être suffisamment solide, de ne pas être suffisamment debout pour aujourd'hui revendiquer la place qui doit être la nôtre dans le monde d'aujourd'hui et surtout en Europe. Aujourd'hui, on a perdu des galons et on les a perdus à cause de M. Hollande et nous le savons très bien. Mais peut-être qu'en 1995, s'il n'y avait pas eu la cohabitation, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Peut-être qu'en 1995, si on n'avait pas joué aux apprentis sorciers en faisant la dissolution de l'Assemblée nationale, peut-être que tout le reste n'aurait pas suivi. Alors, Nicolas Sarkozy aussi a fait une réforme du travail. Il a fait une réforme du travail en libérant les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, c'est quand on décide de travailler plus pour gagner plus. C'est quand même normal, lorsqu'on a des petits salaires, de vouloir améliorer les petits salaires en travaillant des heures supplémentaires. Eh bien aujourd'hui, on est limité dans l'administration, n'en parlons pas, mais même, vous n'avez pas le droit d'accorder des heures supplémentaires au-delà d'un certain nombre d'heures. Eh bien moi, je peux vous dire une chose, c'est que mon père était ouvrier et qu'il travaillait à 2 emplois. Ben, il le faisait pourquoi? Ben, il le faisait parce qu'il voulait que sa famille, que sa fille unique, eh bien, elle ait une éducation avec un petit peu plus de moyens, et il se sacrifiait avec bonheur. Pour lui, c'était extrêmement important, lui qui avait une petite situation, de travailler des heures supplémentaires pour apporter le bonheur à sa famille, pour apporter une certaine aisance. Aujourd'hui, avec le régime socialiste, tout ça s'est terminé, on contrôle tout, on est rentré avec les socialistes dans le domaine de la gestion par l'État. On n'a pas voté,
pour un régime de type communiste, on n'a pas voté pour un régime de type socialiste, et pourtant, on y est de plein pied, avec l'État qui intervient partout, avec une fonction publique qui prend toutes les décisions, et nous à Marseille, on s'en rend compte terriblement aujourd'hui, puisque nous avons l'administration de la mairie de Marseille, en plus c'est celle de la mairie de Marseille, qui prend toutes les décisions et qui continue à nous enfoncer dans un marasme sans espoir, puisque nous continuons à accumuler les déficits. La mairie de Marseille, 4 milliards de déficit, que les habitants d'Aix et du pays d'Aix vont être obligés de prendre à leur charge, puisque comme le disait Gérard Bramoulet, en 12 ans, certes 12 ans, parce qu'avec Gérard, surtout lui, nous avons obtenu le lissage de l'augmentation d'impôts sur 12 ans, mais même s'il y a un lissage sur 12 ans, il est clair que cette augmentation d'impôts elle aura lieu et que nous allons dans le pays d'Aix payer entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros de plus d'impôts sur 12 ans. Moi, vous m'avez donné ce 1,5 milliard ou ce 2 milliards d'impôts, je vous rassure, je mets des pavés en or dans la ville d'Aix-en-Provence. Et là, qu'est-ce que ça va donner? Là, ça va s'enfermer, ça va aller accuser, aller augmenter le trou des territoires, le trou financier. Ils n'auront plus la capacité de faire ce que nous avons fait jusqu'à présent avec nos amis qui sont là, essentiellement avec Gérard, parce que c'est lui qui gère les finances, qui gère les finances du territoire. Nous avons réussi à faire des économies, nous avons réussi à faire de l'investissement pour les entreprises, nous avons réussi à modérer nos coûts de fonctionnement, nous avons réussi, bref, à faire une gestion raisonnée. Et bien c'est tout ça que la droite nous propose dans l'avenir, c'est de gérer avec rigueur, de préserver les finances de la France. Alors vous me direz, Sarkozy a aggravé, et c'est vrai, le déficit de la France. Mais on a vite oublié les trois crises monumentales qu'il a dû affronter à partir de l'année 2009. Les crises qu'il a affrontées, il a été le seul à pouvoir éviter que l'Europe s'effondre, que les banques s'effondrent. Alors, il y a des gens qui pensent de façon courte et qui vous diront, ben, les banques, on s'en fout. Oui, sauf que nous avons tous un chéquier, nous avons tous quelques petites économies quelque part, et notre système économique est basé, non pas sur le troc, mais il est basé sur l'échec, il est basé sur les cartes bleues, et que si tout ça s'était effondré parce que M. Sarkozy, avec la force qui le caractérise, n'avait pas été là pour empêcher cet effondrement, eh bien la France, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui, mais en tout état de cause, plus rien ne serait solide. Donc Nicolas Sarkozy, on l'a sali. On l'a sali. On a dit des saletés sur lui, on a sali sa famille. Lui, on a essayé de l'empêcher de revenir, et puis, regardez toutes ces affaires qu'on lui a collées dessus. Pour le moment, il en est sorti avec des non-lieux, et croyez-moi, ces non-lieux, on ne leur a pas fait cadeau. C'est bel et bien parce qu'il les méritait. Et parlons de la dernière affaire, l'affaire Pygmalion. L'affaire Pygmalion, il a déjà été condamné dans l'affaire Pygmalion. On a dit qu'il avait dépassé ses comptes de campagne et que pour ce fait, il a payé une amende. C'est vrai qu'il a dépassé les comptes de campagne. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que le maire d'Aix que je suis ne vérifie jamais ses comptes de campagne. Parce que lorsque vous gérez une commune, entre gérer une commune et gérer la France, il n'y a pas de commune mesure. Mais qu'il y en a qui gèrent la commune en ayant donc le compte de campagne à suivre, ben je peux vous dire que je n'ai pas suivi mon compte de campagne. Heureusement pour le compte de campagne, il y avait des gens comme Alex, il y avait des gens comme Cathy, il y avait des gens comme Gérard, il y avait des gens comme les amis qui m'entourent ce soir, qui étaient là, chacun d'eux, surveillant une partie du compte de campagne. Ceux qui enregistraient les chèques de donation, ceux qui enregistraient les dépenses, ceux qui collationnaient les factures. Donc, un président de la République ne peut pas contrôler, quand il est en action, en activité, ne peut pas contrôler son compte de campagne. Donc, son compte de campagne a été contrôlé par le
l'UMP qui avait à l'époque, il y avait 2 secrétaires généraux et un président de l'UMP qui s'est battu, qui était Jean-François Copé, qui s'est battu avec notre ami Fillon, au lieu de surveiller comment se passait le compte de campagne. Donc je le dis et je le signe et je le dis sous toutes les pressions, Nicolas Sarkozy ne pouvait pas contrôler son compte de campagne qui était sur toute la France et qui en même temps il continuait à gouverner le pays avec des attaques incroyables et permanentes. Cet homme-là, je veux bien qu'il soit supérieur aux autres, d'ailleurs pour ça que je le suis, mais c'est pas quand même un surhomme. Donc comment faire, comment suivre un compte de campagne, toutes les factures, tous les meetings. Alors on a dit, il aurait dû se rendre compte que les meetings étaient fastueux, c'est vrai. Mais franchement, quand vous êtes attaqué de tous les côtés, que vous vous battez, et que vous essayez en même temps de faire que votre pays ne s'effondre pas, et de faire en même temps de continuer à le gérer, moi je dis, vous ne pouvez pas contrôler les comptes de campagne, et en plus vous n'avez pas à le faire. Moi je ne le fais pas, parce que quand je suis en campagne, je choisis un mandataire financier, je choisis un expert comptable, et je choisis des gens dans ma liste qui suivent l'évolution du compte de campagne, tu l'as fait toi Isabelle, c'est-à-dire qui suivent les factures qui s'accumulent, qui suivent si elles sont payées, si elles ne sont pas payées, si elles sont payées dans les délais, pour éviter d'avoir des problèmes. Donc, on ne peut pas demander à Nicolas Sarkozy de faire le comptable de quartier, alors même qu'il était président de la République et qu'il était en campagne pour être réélu. Donc, sur Pigalle Malion, non seulement je n'y crois pas, parce que les gens qui sont un peu aguerris et qui font preuve d'intelligence ne peuvent pas imaginer qu'un président de la République puisse suivre son compte de campagne. Mais en plus, ils ont renvoyé devant le tribunal correctionnel. Ils n'ont pas de chance parce que moi c'est mon métier. Ils veulent le renvoyer devant le tribunal correctionnel, mais on ne peut pas renvoyer 2 fois quelqu'un qui a déjà été jugé. C'est pas possible en droit français. Quand vous avez déjà été jugé, on ne peut pas vous renvoyer devant une juridiction. Si ça a été fait, c'est bel et bien pour le tuer au moment où s'annonçait la primaire et au moment où s'annonçait, bien entendu, le vote à l'élection présidentielle. Et j'ajouterai que les magistrats ne peuvent pas l'ignorer. Ils ne peuvent pas l'ignorer parce qu'il n'est pas renvoyé pour l'argent qui a disparu. Il est renvoyé pour dépassement du compte de campagne. Et le dépassement du compte de campagne, il a déjà payé, il a été condamné à une amende, et il ne peut pas être condamné 2 fois. Ceux qui vont aller en correctionnel devront prouver qu'ils n'ont pas encaissé cet argent qui, au fait, en plus, on a laissé planer le doute, en plus cet argent n'a pas disparu. En plus, ceux qui ont bénéficié de cet argent ont surfacturé les prestations. C'est-à-dire qu'au lieu qu'une prestation coûte 1 000 €, ben, ils l'ont fait coûter 3 000 €. Donc les seuls qui se sont enrichis, c'est l'entreprise qui a facturé les prestations. Alors c'est vrai que la population ne s'y connaît pas dans ces méandres-là. Et on dit salissé, il en reste toujours quelque chose. C'est pour cela que depuis des années, Nicolas Sarkozy fait l'objet de pression médiatique et de pression judiciaire comme jamais aucun politique n'a eu à affronter dans sa carrière. C'est honteux. C'est honteux et ça ne grandit pas les institutions de notre pays. Parce que moi, c'est mon métier d'être avocat et je sais quand quelqu'un mérite d'être puni parce qu'il n'a pas été clair avec les institutions, parce qu'il a profité de sa fonction. Actuellement, Sarkozy n'a jamais été poursuivi pour une affaire judiciaire qui a tenu, et la seule qui reste en lice, il ne peut pas être poursuivi parce qu'il a déjà été condamné à une amende pour avoir dépassé son compte de campagne. Et je vous le dis, je vous le redis, c'est dommage qu'on n'ait pas pu contrôler le compte de campagne de M. Hollande, parce qu'à mon avis, le compte de campagne de M. Hollande, ça devait être encore pire. Mais la personne ne s'est donné la peine de vérifier, et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Et je dois dire également que dans ce pays, les comptes de campagne qui sont vraiment
très vérifiés, ce sont ceux de la droite. Ceux de la gauche, ils passent à l'as. Hein? C'est drôle comme ils bénéficient de la mansuétude et de la clémence des institutions. Il faudra faire le ménage car le moment sera venu. Je ne suis pas pour la chasse aux sorcières. Je ne l'ai pas faite quand j'ai intégré la ville. J'ai été très clean. J'ai été très républicaine. La succession dans la ville d'Aix-en-Provence s'est faite de façon républicaine. Personne n'a été pourchassé ni poursuivi pour les aider qui pouvaient être les siennes. J'ai eu à cœur de protéger toutes les personnes qui faisaient partie de ma juridiction et j'ai essayé d'être juste autant que faire se peut dans la mesure où j'étais au courant des faits qui m'étaient rapportés. Et je peux vous dire une chose, c'est que nous avons géré d'une manière clean et je sais que Nicolas Sarkozy ne s'est pas enrichi dans sa fonction. Et qu'est-ce qu'il dit quand il dit nous sommes tous des Gaulois? Il dit moi, je suis un enfant de sang mêlé. Je suis des pays de l'Est et je suis grec. Et à partir du moment où j'étais français, eh bien j'ai intégré le roman de la France. Et il dit tous ceux qui sont français, ils intègrent le roman de la France. Et le roman de la France, ils en sont propriétaires, comme on dit, maître en indivision. Pas compris que je parle à lui. Je retiens le mot. Ah, tu retiens le mot, parce que c'est un boulot, tu sais très bien. Quand je dis que les citoyens sont propriétaires de la France en indivision, c'est très fort, parce que ça veut dire qu'ils sont propriétaires à la fois d'une partie et à la fois de l'ensemble. Mais tu sais aussi que nul n'est tenu d'ignorer dans la division. Bien sûr, mais ça c'est autre chose. Ça peut être à double sens. Non. Moi je dis que je suis propriétaire de la France intégralement. Je suis citoyen intégralement et je le ressens de toutes mes fibres. Moi je me sens français, je me sens franchouillarde et je pense que tous ici, on se sent français très fortement et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là ce soir pour défendre ce pays que nous aimons bien, que nous aimons beaucoup. Et s'il fallait demain, je pense que nous sommes à peu près 99,99% dans cette salle à donner notre vie pour ce pays, à donner notre vie pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et pour que les valeurs de la France restent les valeurs de la France. Aujourd'hui, on a essayé de la salir, la France. On a essayé de dire la France, elle est raciste. Non. La France, elle n'est pas plus raciste que les autres pays. Vous avez des racistes. Vous avez des fous. Vous avez des gens qui ne sont pas normaux. Et vous avez de tout dans une société. Mais la France, c'est un pays équilibré. C'est un pays où il fait bon vivre. Et c'est un pays qui respecte les citoyens. Dans combien de pays vous avez l'école libre et gratuite? Dans combien de pays nous avons ces institutions, l'institution de la justice, nous avons les institutions mises en place par le général de Gaulle qui permettent de protéger et la République et les citoyens. Alors après, je pense que la gauche a beaucoup abîmé ces valeurs de la République et il faudra un homme fort pour les restaurer. Il faudra un homme qui ne s'incline pas. Il ne faudra pas quelqu'un qui fasse l'identité heureuse. Je crois qu'il faut avoir vécu dans les ordres de la République. Il faut avoir vécu dans les ordres de l'inspection des finances. Il faut avoir vécu toute sa vie protégée pour parler de l'identité heureuse. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans des quartiers. Je vois qu'il n'y a pas d'identité heureuse. Je vois que les gens sont malheureux. Je vois qu'il y a de la jalousie. Je vois qu'il y a de la difficulté. Je vois qu'il y a des entreprises qui posent le bilan. Je vois qu'il y a des chefs d'entreprise qui perdent ce pourquoi ils se sont battus toute une vie. Et je sais ce dont je parle parce que je peux vous dire que lorsqu'on a enlevé la communauté d'agglomération, lorsqu'on est arrivés tous en 2001, tous les maires se sont sentis propriétaires de cette communauté d'agglomération. Chacun était propriétaire puisque chaque maire était élu à part entière de cette communauté d'agglomération. Nous avons travaillé sur tous les plans. Nous avons fait de ce pays d'Aix un pays prospère.
Nous avons fait de ce pays d'Aix un territoire attractif. Nous en avons fait un territoire amoureux de ses valeurs. Nous en avons fait un territoire envié par toute la France, par tous les élus de France. Je sais que chaque fois que j'allais quelque part, on me disait « Vous êtes maire d'Aix, vous êtes dans le pays d'Aix, mais qu'est-ce que vous avez de la chance ?» Pourquoi? Parce que nous avions tous les palmarès. Les palmarès en matière sportive, les palmarès en matière culturelle, les palmarès en matière de patrimoine, les palmarès en matière économique. Nous sommes devenus le territoire le plus attractif de la région, devant Sophia Antipolis. Nous sommes le territoire le plus attractif de la région et nous sommes un des 5 territoires français les plus attractifs en matière économique. Nous étions le territoire où le chômage était le moins important de toute la région. Quand nous avons géré ça tous ensemble, parce que je ne m'attribue pas ces réussites toute seule, j'ai géré ça avec tous les maires, les 34 maires du territoire, dont Michel Léger, maire du Tolonais et un certain nombre d'autres. J'ai géré ça avec Alex qui faisait partie du bureau. J'ai géré ça avec vous deux, c'est-à-dire Françoise et Sylvaine qui faisaient partie aussi de la CPA, avec Irène aussi, avec Francis, avec Philippe, avec Alex, avec tous ceux qui sont là autour de moi, qui faisaient partie, notre ami Robert Dagogne, qui lui c'est celui qui râle le plus, qui gueule le plus, mais heureusement qu'il est là, et nous avons géré ce territoire ensemble, c'est-à-dire qu'on a fait preuve d'intelligence, au lieu de se battre sur des valeurs un petit peu communales, on s'est tous battus en France pour mener ce territoire le plus loin que nous pouvions le faire. Nous avons réussi. Et au bout de cette réussite, après avoir ce territoire rigoureux, ce territoire dont Gérard a fait un bijou en matière financière, ce territoire envié par tout le monde, ben, le résultat des courses, mais ça il faut être socialiste pour le faire, c'est qu'on nous a mariés avec la ville la plus pauvre de France, avec la ville la plus endettée, et mieux. On nous a enlevé notre capacité de gérer, on nous a mis sous tutelle de la ville de Marseille. Ville super endettée, qui ne réussit rien, nous qui étions le territoire le plus attractif et le meilleur sur le plan de notre pays. Et bien là, j'ai eu, vous savez, j'ai pensé à tous les chefs d'entreprise qui perdent leur entreprise à la suite de grèves infondées, à la suite de syndicats qui les ont pris dans le nez, qui ne savaient pas gérer les choses avec rigueur et avec intelligence comme les font en Allemagne, à tous ces chefs d'entreprise qui se battent jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour sauver leur entreprise. Et certains se font calibrer au tribunal de commerce parce qu'ils se sont battus trop longtemps. Ils se sont battus jusqu'à n'avoir plus le droit de se battre parce que la loi ne leur permettait plus. Et souvent, ils se retrouvent devant le tribunal de commerce avec une liquidation de tous leurs biens, et même quelquefois cette liquidation, elle concerne leurs biens familiaux, parce qu'ils n'ont pas su se protéger. J'ai souvent pensé à ces chefs d'entreprise auxquels on ne rend pas la fierté qui est la leur, qu'on ne protège pas et qu'on critique en permanence. Eh bien, quand on m'a enlevé ce territoire, que j'avais géré avec amour, avec des gens comme toi, Michel, avec des gens comme Gérard, avec des gens comme vous tous, ce territoire, on l'avait façonné. On voulait le laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Eh bien, les socialistes ont décidé que du jour au lendemain, ce territoire passait en territoire associé à la ville de Marseille. Et aujourd'hui, nous sommes dans un maelstrom où il y a 4 milliards d'euros de déficit, mais comme ils n'ont pas l'habitude de gérer les choses avec rigueur, demain, ce n'est pas 4 milliards d'euros qu'on va s'arrêter. Parce que quand le dernier de la classe obtient la récompense, il n'y a pas de raison qu'il se prive de continuer à faire des déficits. C'est le dernier de la classe, on lui a donné la tutelle sur le premier de la classe, mais j'ai jamais vu ça. Il faut être socialiste pour avoir ce type de comportement. Eh bien, quand notre ami Nicolas Sarkozy dit «
je ne veux pas d'une alternance molle, eh bien c'est qu'il ne veut pas de ce type d'alternance. C'est-à-dire que demain, si nous votons pour avoir une continuité de la gestion socialiste, ben, il vaut mieux que nous restions chez nous. Alors c'est vrai, je voterai de toute façon pour quelqu'un de droite, même si ce n'est pas par plaisir, mais si on peut choisir, il est encore temps de choisir et de faire en sorte que certaines personnes choisissent avec nous pour le candidat qui sera le seul à avoir le culot, à avoir, et je n'hésite pas à le dire, ce qu'il faut dans le pantalon pour changer les choses et pour s'opposer, je ne vois pas pourquoi on prendrait quelqu'un qui n'a jamais rien géré. Parce que dans les 7 qui se présentent, je dis qu'il faut du culot. Parce que moi, je n'aurais jamais eu le culot, malgré l'expérience que j'ai en tant que gestionnaire de mon territoire, de 36 communes, de 414 000 habitants et d'un territoire de 130 000 hectares, j'ai de la compétence, mais je n'aurais jamais osé aller me présenter à la présidence de la République. Quand je vois LKL qui arrive en danseuse et avec une méchanceté à fleur de peau, je me dis c'est pas possible. Hier, je me disais, mais comment fait-il pour ne pas leur sauter à la gorge? Et c'est là que je me suis dit, Nicolas, il a de la retenue, il a de la sérénité, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Donc, Nicolas, c'est mon candidat, pas parce que je l'aime, parce qu'il est mon garçon, mais parce qu'il a du peps, il a du tempérament, il réagit. Vous avez vu ce qui s'appelle à Marseille l'autre soir, ce discours, c'est avec ses tripes, il a mis ses tripes sur la table pour le faire, ce discours. J'étais au premier rang, je le voyais, je me disais, mais il ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout. Il avait la veine là, je me disais, ça va péter, ça ne va pas aller jusqu'au bout. C'était quelqu'un de passionné par la France. La France, on l'aime, et on l'aime avec passion. La France, on l'aime pas avec recul, comme c'est le cas des autres candidats. Alors, sincèrement, on me dit que comme d'habitude, je suis trop lente. Alors, qu'est-ce que j'espère de Nicolas Sarkozy? Je vais passer d'abord en revue le 7, mais rapidement, Alex, rapidement. Alors, celle que je situe en dernier du débat hier, Madame NKM, ben écoute, tu vas la recevoir. Je trouve qu'elle n'a pas été bonne, c'est pourtant une fille intelligente. Pourtant une fille intelligente, mais elle a été méchante. Elle a été méchante, et j'attends d'un futur président de la République qu'il ait de la réserve et de la retenue. Et on ne se présente pas à un président de la République comme on se présente à un conseil d'administration. On se présente à une présidence de la République, et même si on a la colère et qu'on a envie de sauter sur ceux qui disent n'importe quoi, quand on se présente à la présidence de la République, on doit avoir de la retenue et du recul. Elle a manqué de retenue et de recul, et c'est ce que je lui reproche. Au demeurant, elle aurait pu faire mieux. Lors du premier mandat, elle avait fait beaucoup mieux. Donc, je pense que dans l'avenir, il faudra qu'elle accepte de mettre son ego derrière. Et on n'est pas là, on ne se déplace pas pour son ego, on se déplace pour ses capacités, sa capacité à gérer le pays. Donc pour le moment, je dirais qu'elle est recalée et qu'on la renvoie à ses chères études, il y a 4, 5 ans, 10 ans, déjà pas mal si dans 5-10 ans, elle est capable de se présenter à la présidence de la République, mais pour le moment, je pense qu'elle n'était pas au niveau du débat d'hier. Celui que je place en avant-dernier, c'était Poisson. Alors Poisson, je crois qu'il s'est égaré. Je crois que c'est un homme qui a de bonnes idées. Il s'est quand même égaré parce qu'il y a des propos qu'on n'a pas le droit de tenir quand on a un certain niveau. Il y a des propos qui ne doivent pas échapper parce qu'ils peuvent gêner un certain nombre de dirigeants, ils peuvent gêner un parti, et ils peuvent être retenus contre les candidats et alliés en lice. Donc quand on est à un certain niveau, il y a des propos qu'on n'a pas le droit d'avoir.
Et il n'avait pas le droit d'avoir les propos qu'il a eus précédemment. Au demeurant, je crois qu'il a des idées extraordinaires. C'est un homme honnête. C'est un homme qui veut préserver les valeurs de la France et ce roman national, cette histoire qui nous est commune. Et c'est vrai qu'il a dit de belles choses. Mais je crois qu'il s'est égaré et il n'a pas compris le débat parce qu'il n'était pas au niveau. Ensuite, je mettrai Copé. Alors Copé, il sera bon dans 10 ans. Mais il est trop méchant. Il est trop méchant. Il est méchant, il est trop clivant. Lorsqu'on va être président de la République, il faut quand même être capable de rassembler. Et il est trop clivant. Lorsqu'il dit qu'il est de droite, moi je le dis aussi, mais je le dis avec ferveur, mais je le dis avec tranquillité. Je ne le dis pas avec agressivité. Parce que les valeurs de la droite, ce sont aussi des valeurs de sérénité, des valeurs de tranquillité et des valeurs de rassemblement. Il n'est pas pour le moment dans cette épure. C'est dommage, parce qu'il est intelligent. Il aurait pu faire mieux. Ensuite, il y en a un qui m'a déçu. C'est le maire. Le maire, il a déçu au premier débat et il a déçu au deuxième débat. Je crois que, en fait, lui aussi s'est égaré dans un débat qui n'était pas à son niveau. Il faut qu'il travaille encore beaucoup. Mais de dire qu'ils ne sont pas au niveau, c'est pas de leur faire injure, parce que c'est quand même un niveau qu'on place très haut. Et que donc, qu'on ne soit pas au niveau de se présenter à la présidence de la République, c'est une injure pour personne. Hein. Moi, si quelqu'un me dit que tu n'es pas au niveau, je dirais, mais basta, je n'y prétends pas. Donc, ces gens-là, ils prétendent être à ce niveau, ben, ils ne l'ont pas. Ils l'auront peut-être un jour, pour le moment, ils n'y sont pas. Ensuite, je placerai Juppé, qui a été très terne. Et c'est un avant-goût de ce que risque d'être la France si c'est lui qui prenait la gestion. Moi, j'ai besoin d'être passionné. J'ai besoin qu'on se batte avec passion sur les valeurs qui sont les nôtres. Ensuite, je mettrai Fillon, qui n'a pas été mauvais du tout. Il remonte, sauf que Fillon, pour moi, il a toujours un comportement de second, avec une manière de regarder en dessous. J'aime, moi, les gens qui regardent dans les yeux et qui se battent avec chaque fibre de leur corps. C'est comme ça que je ressens Nicolas Sarkozy. Donc pour moi, hier, il a été le meilleur dans l'argumentaire, il a été le meilleur dans le courage. J'ajouterai qu'il a été le seul à être attaqué. Et que là, ils ont été minables. Parce qu'enfin, être président de la République, c'est pas donner des recettes. C'est pas avoir des petites recettes. S'il y a des problèmes de sécurité, je ferai ça. S'il y a des problèmes de police, je ferai ça. Ça, ce sont des recettes. Chacun d'entre nous est capable d'avoir sa recette sur l'islam de France, sur l'identité, sur la sécurité sociale, sur les finances, nous avons tous des recettes. Et je crois que si on les mettait bout à bout, on pourrait faire beaucoup mieux que tous les gouvernements qui se sont succédés, à part celui, bien entendu, de Nicolas Sarkozy. Être président de la République, c'est avoir une vision d'ensemble. C'est avoir une vision du pays dans sa gestion au quotidien, dans sa gestion européenne, dans sa gestion mondiale, dans sa gestion à tous les niveaux. Et ça, Nicolas Sarkozy, il a déjà géré le pays. Vraiment. Il est parti des Français sous prétexte qu'il ne leur a pas plu, sous prétexte qu'il y a des choses qu'il a faites et qu'il n'aurait pas dû faire, sous prétexte qu'il n'a pas tout fait, en oubliant qu'il y a eu 3 crises qu'il a assumées de manière vaillante et pour nous, sous prétexte qu'il n'aura pas plu à un moment donné, il s'apprête à donner congé à la seule chance pour la France, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà géré ce pays pendant 7 ans, alors même qu'aujourd'hui, nous n'avons plus 7 ans comme avant. Et c'est une perte, parce que 7 ans, ça permet à un président de la République de faire beaucoup de choses. Mais heureusement que celui qui est là, il n'a pas 7 ans. Hein, parce que là, ça serait la véritable catastrophe. Mais avoir une vision de la France, c'est pas gérer la France par petits bouts et par recette de cuisine. Hier, tous ont pris par recette. Moi, je ferai ça pour ça, moi, je ferai ça pour ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, Sarko s'est reculé et leur a dit, mais attendez, c'est l'ensemble. Vous voulez pas tel pays, vous attendez, on ne gère pas tout seul. On gère
avec des puissances étrangères, et avec lesquelles on est obligé de s'entendre pour pas foutre le feu dans le pays. Alors nous avions le maire qui parlait du Qatar. Ben, le Qatar, c'est un pays important, et le Qatar, il a sa place dans le monde, comme tous les pays. Donc être président de la République, c'est asseoir la France, comme l'a fait Sarkozy, au niveau européen. Le couple franco-allemand, maintenant il n'a de couple que le nom. Alors maintenant, Merkel, elle s'arrange toute seule. Et ça, Nicolas, et ça Hollande, on voit que là, je ne sais pas si elle a tout à fait tort. Mais avec Nicolas Sarkozy, la France va reprendre sa place en Europe. La France va arrêter. Je sais qu'il était proche aussi de l'Amérique, mais on ne peut pas être président de la République française en n'étant pas proche de l'Amérique. Mais en même temps, il ne s'est pas aligné sur l'Amérique et il a eu une politique beaucoup plus indépendante de l'Amérique que l'a eu Hollande. Hollande a été à la remorque. Avec Nicolas Sarkozy, on sera à la remorque d'aucun pays dans le monde. La France récupérera sa fierté extérieure et intérieure. Sur le plan intérieur, nous avons besoin d'une école qui forme. Nous avons besoin d'institutions qui tiennent debout, qui marchent. Nous n'avons pas forcément besoin de milliers et de milliers de fonctionnaires supplémentaires, parce qu'il faudra les payer. Et la France n'a plus les moyens de ses dérives. Il faut mieux gérer avec moins d'argent, ce qu'on fait, nous d'ailleurs. Hein. En mairie, on ne peut pas faire autrement, et Gérard Barboulet nous le rappelle tous les jours. On fait mieux avec moins d'argent. Eh bien, si on refait la chaîne pénale, si on refait la chaîne policière, en intégrant dans la chaîne policière les gendarmes, les polices municipales, les polices privées, si on intègre tout ça, et qu'on a une justice qui punit, et qu'on a des prisons pour accueillir ceux qui font n'importe quoi, eh bien, nous aurons la restitution dans ce pays à la fois de l'autorité et de la sécurité. Pour avoir la sécurité, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, et tous ensemble, nous allons vouloir très fort que Nicolas Sarkozy soit demain notre candidat pour être élu à la présidence de la République. Je m'arrête parce qu'il va me coûter. J'en ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais ce sont des recettes. Ce sont des recettes sur l'école, sur la sécurité, sur le djihadisme. Je terminerai uniquement là-dessus. Ceux qui partent faire le djihad sont des victimes également. Mais ce sont aussi des bourreaux. Il ne faut jamais oublier que ce sont des bourreaux. Ce sont des victimes pour leur famille, mais on ne peut pas regarder cet élément-là. On est obligé de les considérer en bourreaux et d'être efficace. On est obligé d'être efficace, de faire la déchéance de nationalité pour ceux qui partent faire le djihad. On doit le faire, même si ça ne fait pas plaisir dans quelques cas particuliers. La France est en guerre. Et on ne va pas en guerre si on se bat fleuret moucheté. Si on est en guerre, il faut se battre avec les institutions et il faut se battre également avec une sécurité renforcée. Nous, on le sait, puisqu'à la ville, on se bat avec une sécurité renforcée. On ne peut pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le lieu pour se faire. Mais on pourra faire peut-être des séances, on pourra parler ou de la sécurité, ou de l'enseignement, ou de tout ce qui peut constituer des recettes et pour lesquelles chacun a la sienne. Merci de m'avoir écouté si longtemps. Bonsoir. Nous avons le chef, Marie de Joissin, vous l'avez entendu, vous l'avez compris, et je la remercie beaucoup d'avoir accepté de présider pour ex-Bidex ce comité de soutien à Nicolas Sarkozy. Alors moi, elle a dit tout ce qu'il fallait, moi je vais être très bref. Depuis quelques semaines, on sent que ça bouge en faveur de Nicolas Sarkozy. Il nous reste 3 semaines avant le 20 novembre. Si on vous a réunis ce soir, c'est parce qu'on a besoin de vous, et plus exactement, Nicolas Sarkozy, pour lequel que vous soutenez, a besoin de vous. Ça bouge. La primaire, il faut être clair, c'est le premier tour de l'élection présidentielle, les amis. Celui qui sortira en tête de la primaire du 20-27 novembre sera le prochain président de la République. Donc,
Les amis, il faut qu'on se mobilise. Moi, je voulais remercier au niveau de la permanence Didier Fusco et Louise Cardon pour l'organisation des primaires et tous les militants et les bénévoles. Pour l'animation politique, je voudrais remercier les jeunes qui sont présents au fond, là, tout pour la France, Annabelle qui nous filme tout le temps et qui nous fait le relais, et vous tous, chers amis. Mais là, l'enjeu, c'est d'aller sur le terrain. L'enjeu, on a des tracts, on a aussi du phoning, on a du boitage. 3 semaines, c'est court. Et vous voyez bien que depuis quelques temps, depuis quelques semaines, Sarkozy remonte. Sarkozy remonte. On nous expliquait que l'affaire était pliée depuis 2 ans, et comme à chaque fois, les médias se trompent, les sondages se trompent. Et moi, ce qu'il faut, les amis, c'est n'avoir aucun regret. Et rappelez-vous, il a peut-être manqué 15 jours à Nicolas Sarkozy pour être réélu président de la République en 2012. Il ne faudrait pas qu'on se morde les doigts, parce que on se laisse aller, on se laisse aller. Vous êtes là, vous êtes autour de nous. Dans la 14e circonscription, il y a des élus de la 14e que je salue, et y compris des adjoints qui n'ont pas les mêmes idées que leur maire. Je remercie Michel qui est là, lui, il ne varie pas. Donc on a un potentiel avec vous ici important. Dans la 14e circonscription, moi je suis sûr que Nicolas Sarkozy va arriver en tête. La question c'est qu'il faut qu'on gagne aussi pour les autres circonscriptions qui seraient moins sarkozystes. Et donc, il faut se mobiliser. Donc, ce que je vous invite à faire, déjà j'ai besoin, excuse de dire nous avons besoin de délégués pour surveiller les bureaux de vote pour Nicolas Sarkozy. Au fond, vous avez toute une équipe qui vous attend pour prendre vos coordonnées, vos mails. Tout à l'heure, quand on aura fini notre réunion, je vous invite à aller vous inscrire si vous avez le temps. C'est 2 dimanches, hein, les enfants. 2 dimanches, le 20 et le 27. C'est que du bénévolat. C'est pas les mairies qui organisent les élections, c'est le parti. Donc, le parti, c'est important. Voilà, il faut s'en occuper. Et on a besoin de vous parce que seul, on n'y arrive pas. Moi, ce que je veux vous dire, et puis après, je vais vous laisser la parole, bien entendu. Je salue les amis ici, les élus, ceux des villages, ceux de la ville d'Aix. Je les ai cités, alors Stéphane Borel est arrivé entre temps. Et puis je vais vous dire, il n'y a pas que des républicains, hein. Il y a aussi des centristes. Hein. Il y a Irène, qui est du UDI, il y a Philippe, donc, rassurez-vous, ce que nous voulons, c'est élire Nicolas Sarkozy parce que c'est en lui que nous croyons. Moi, je pense que Maryse a été très claire là-dessus, et nous tous, nous n'attaquons personne. Moi, Maryse, dans le cadre de mes délégations de la 14e circonscription, que vous m'avez confiée, j'ai accueilli tout le monde. Demain, j'irai voir Mme Nkaem, que mon ami Christian Kert a invité. On a reçu Mariton à un moment donné, Copé. Voilà. On prête la permanence à tous ceux qui en ont besoin. Et ne vous offusquez pas, les amis. La permanence, c'est la permanence de la 14e circonscription. C'est la permanence de tous les militants, quelle que soit leur opinion. Par contre, Alexandre Galaise, Maryse Joissin, Irène, Stéphane, Cybèle, Françoise, tout le monde, tous ceux qui sont là, moi, je suis libre. Moi, je soutiens Sarko, Galaise Alexandre, je soutiens Sarkozy, et il n'y a que mon talent dans personne. Par contre, le délégué de circonscription, il est neutre. Alors, je ne suis pas schizophrène, rassurez-vous. Simplement, les choses sont claires. Donc, les amis, 3 semaines, phoning, communiquer les amis. Je remercie nos jeunes là, qui ont... on a ouvert la permanence pour les débats, ça s'est très bien passé. La presse nous interroge, nous, les différents soutiens des différents candidats. Vous avez vu un article, je crois, ce matin dans la Provence. Vous avez vu qu'on est tous très sages. Parce que l'enjeu, Maryse l'a dit, hein, c'est qu'il ne faut pas avoir Hollande à nouveau. Hein, donc, pas déconner. Hein, voilà. Donc, la réalité, inscrivez-vous, aidez-nous, on a besoin de vous. On a besoin que vous franchissiez un peu, forciez la main. N'ayons aucun regret le soir du 27 novembre. Voilà, je m'arrête là, les amis. Je compte sur vous, vous savez qu'on est toujours à votre disposition. Et là, il n'y a plus qu'à faire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Didier, si tu... Merci beaucoup. Heureusement qu'il est là, notre ami Didier. Hein, oui. Et il est calme, hein. Ça marche. Oui, merci.
Merci Marie pour ce que tu as dit, ça fait chaud au cœur de t'écouter.